Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin et la matinale que vous propose la télévision nationale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 mars 2025 et aujourd'hui nous parlons économie, nous parlons également société. Officiellement, vous le savez, depuis le 31 décembre dernier, l'importation du poulet congelé au Bénin est interdite. Ceci dans l'objectif de favoriser le développement de l'élevage local et de travailler à l'autosuffisance du pays. Ici, on importe plus de 100 000 tonnes de poulet congelé chaque année à destination du marché local et pour la réexportation. Cette mesure est favorable pour la filière, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur en cause une production nationale toujours pas en mesure de satisfaire les besoins du marché. Que faire? Évidemment, on se penche sur la question. On les voit souvent branlant dans la circulation, des guillotines roulantes, des trompes la mort, disons même des bips la mort qui se faufilent tous les jours dans la circulation au mépris du danger. Ces véhicules hors d'usage sont ciblés par la police républicaine qui a entrepris une opération d'extraction systématique de ces moyens roulants totalement défectueux. On parle de près d'une centaine de véhicules déjà retirés. Évidemment, on analyse tout ceci. On vous parlera aussi de l'essence de contrebande qui a encore fait des victimes, cette fois-ci dans le département du Plateau. 6 morts dans un accident de circulation qui a impliqué un camion chargé de plusieurs jerrycans de ce liquide inflammable. Jusqu'à quand le compteur macabre lié à l'essence de contrebande va-t-il continuer de tourner? Eh bien, nous faisons le débat. Alessandra Diotan nous propose une chronique sur l'autonomisation économique des femmes. Saint-Tiche au marché de fruits, vous allez le voir, elle nous renseigne sur les circuits d'approvisionnement et les canaux de diffusion. Que deviennent surtout les invendus de ces denrées hautement périssables? Restez avec nous pour le savoir. Et puis, Radio Bénin à 10 ans de bonheur, 10 ans de communion, Radio Bénin à la FIA, j'allais dire à 10 ans de bonheur, 10 ans de communion avec les auditeurs disséminés de par le Bénin, 18 langues nationales parlées, un véritable melting pot dont on évoquera évidemment la success stories avec mon invité qui sera ici sur ce plateau avec moi. Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Herman, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous donc, on fait un break pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Bienvenue donc au premier journal de la journée. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires qui rêvaient d'un cadre plus fonctionnel et moderne de travail. La cité ministérielle qui dresse une fière allure sur front de mer juste mitoyenne de la SRTB va recevoir ses futurs locataires. Le secrétaire général de la présidence en a indiqué l'agenda et les modalités. Une série de ministères se prépare à emménager à leur nouvelle adresse, la rutilante cité ministérielle sur front de mer avec vue majestueuse sur l'Amazone en surplomb. Le déménagement prévu, c'est entre le 29 mars et le 14 avril 2025. Ceux des ministères concernés par le transfert devront l'intégrer avec le seul équipement sans mobilier ni archives. Des diligences particulières seront dédiées à ces objets. Selon des directives du secrétaire général de la présidence Irénée Pascal Koupaki, chaque ministère soumettra un rapport d'avancement au ministre en charge du cadre de vie au plus tard le 10 mars 2025. La réalisation de la cité ministérielle à Cotonou est un pan du programme de construction et de rénovation des bâtiments administratifs du PAG. Ce programme a pour finalité de valoriser et transformer l'image de Cotonou, d'accroître son attractivité. Il y a aussi l'objectif de faciliter aux usagers les démarches administratives en un espace et booster la productivité de l'administration par la proximité et l'interconnexion des services. La cité ministérielle, c'est 20 ministères regroupés sur 5 hectares, 60 000 mètres carrés de bureaux, abrités par des bâtiments de type R+5. Un nouveau pas dans la modernisation de l'administration publique béninoise vient d'être ainsi franchi.
Et si l'essai concluant, les agriculteurs béninois ne seront plus seuls face aux affres des catastrophes naturelles et autres fléaux qui déciment leur production. De précieuses compensations pourraient leur sauver la mise. Vous l'avez compris. Bonjour l'assurance agricole. Un projet pilote vient d'être lancé, mais avant d'être déployé à grande échelle, une expérimentation va couvrir 11 000 petits exploitants agricoles. Jules Akoikou, Patrick Diossou pour les détails. Les sécheresses par-ci, les inondations par-là, les insectes nuisibles, les rongeurs ravageurs, les maladies des plantes, ce sont autant d'aléas qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs qui, de surcroît, n'accèdent pas au crédit. Rectification en cours avec cette remise symbolique de chèques aux représentants des 11 000 petits exploitants agricoles couverts par une assurance pour la saison 2024-2025. Je voudrais, pour ce faire, exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et singulièrement au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la coopération, et plus particulièrement au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour leur engagement personnel ayant permis de mettre en chantier ce processus qui, de façon opérationnelle, a commencé en 2024. Plus de 106 millions de francs CFA, c'est le montant de l'indemnisation pour la campagne 2024-2025. Un projet qui vise à assurer à l'horizon 2025 la protection de 100 000 petits producteurs agricoles et éleveurs de gros bétail à travers tous les pôles de développement agricole de notre pays. Pour ce faire, l'État s'est engagé à débloquer plus de 1,5 milliard pour contribuer à la subvention des primes d'assurance agricole au profit des bénéficiaires des filières riz, coton et bétail. Ils sont au nombre de 6, les partenaires qui participent à ce projet pilote d'assurance agricole en direction des petits exploitants face aux effets du changement climatique au Bénin. Alerte sécuritaire sur l'ancien président Boni Yayi, signaux vraiment inquiétants ou simples manœuvres politiques. Comment apprécier le récent communiqué du Parti Les Démocrates qui suggère que l'ancien président de la République Boni Yayi, aujourd'hui président d'honneur du parti, ne serait plus en sécurité au Bénin alors que sur les réseaux sociaux, les supputations vont bon train. Nous avons la réaction du ministre conseiller du chef de l'État, Espedi Ouessou. Selon lui, cette affaire est une manœuvre politique. On l'écoute. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Depuis que le président de la République a fait le discours du 20 décembre 2024 devant la représentation, la panique s'est emparée du camp d'en face. Ce communiqué est indécent. Indécent pour plusieurs raisons. La première raison, tout le Bénin sait que le week-end dernier, depuis le jeudi, vendredi et samedi, nous étions en train de préparer un deuil national. Nous étions en train de nous préparer à dire les derniers mots de revoir à notre ami et frère, le ministre Kouaro. Dans un pays profondément religieux, où nous respectons la mémoire de ceux qui sont rappelés à Dieu, dans cette période-là, est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que c'est réfléchi? Ce que j'ai entendu est historiquement absurde. De mémoire de Béninois, disons même du Dahoméen, de 1960 à 1972, il y a eu beaucoup de coups d'État. Jamais, jamais, au grand jamais, on a attenté à la vie d'un ancien président.
L'intégralité de sa déclaration est à suivre dans nos prochaines éditions. Le Bénin pleure encore l'un de ses serviteurs les plus dévoués, un homme de conviction et de devoir, s'en est allé. Aimé Firmin Couton, administrateur civil et acteur clé de la décentralisation au Bénin, laisse derrière lui un parcours marqué par l'engagement et le service public. Sa disparition attriste sa famille, ses collègues et toute la nation. Hommage officiel et témoignages émouvants se succèdent pour saluer son œuvre et son héritage. Retour sur ces instants de recueillement. Dans ce registre sont consignés des messages empreints d'émotion et de reconnaissance adressés à un époux, un père, un frère, un ami, un administrateur civil dont l'engagement et la passion ont profondément marqué le secteur de la décentralisation au Bénin. Mais, hélas, Aimé Firmin Couton ne pourra jamais les lire. Son départ brutal endeuille la nation et laisse sa famille dans une douleur infinie. C'est pénible. C'est avec une profonde consternation que cette délégation officielle du gouvernement se rend au domicile du défunt. En présence de son épouse, les hommages pleuvent. Cette douleur, elle est vraiment profonde. Le défunt préfet est un très proche de nous. Nous étions d'ailleurs en train de travailler lorsque il a été pris par un malaise. Tout ce qui était du pouvoir de l'État a été fait. Mais malheureusement, c'est ce malaise-là qui l'a emporté. Un collaborateur très engagé, très disponible et vraiment efficace. Une fois encore, nous exprimons notre attachement à la famille et notre détermination à l'accompagner jusqu'à la fin. Nous avons assisté impuissants. Il a été d'un engagement et d'une loyauté remarquable. Mais que sommes-nous? Que des hommes. Et la nature a ses règles. Nous partirons tous. Avec la disparition de Aimé Firmin Couton, les collectivités territoriales du Bénin perdent un administrateur civil passionné, un fervent défenseur de la décentralisation qui a consacré sa carrière à la mise en œuvre des réformes majeures du secteur. Le nouveau président du Conseil économique et social était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle pour établir un dialogue constructif et surtout être le relais des décisions de la Cour auprès des populations. Conrad Baguidi a saisi l'occasion pour donner un aperçu des défis du CES. Il existe beaucoup de décisions qui sont prises ici qui concernent les Béninoises et les Béninois et qui ne sont pas forcément la priorité de nos médias et de nos populations en général. Le Conseil économique et social va prendre ce rôle-là, qui n'est pas habité par les autres. Et nous allons faire en sorte que maman Berthe, qui est dans son village quelque part et qui a un problème et qui n'a jamais été traité ou dont l'enfant est emprisonné depuis 10 ans et qui n'a pas été jugé, dès lors que nous sommes au courant, voilà des exemples de situations dont nous pouvons nous saisir pour faire en sorte que les choses avancent. Au regard de tout ce qui a pu être fait aujourd'hui en termes de nouveautés, de lois, de dispositifs, etc., les gens ne sont pas toujours au courant. Les entrepreneurs ne savent pas qu'ils peuvent être accompagnés parce qu'il y a des dispositifs qui existent à la DPME. Vous voyez ces exemples-là? Nous devons nous enrichir très vite de toutes ces informations-là pour faire en sorte que les populations qui pensent qu'elles n'ont pas droit à certaines choses retrouvent très vite leurs droits par l'information, pour donc changer de mindset, de point de vue sur ce quoi ils se plaignent. Donc, en gros, c'est beaucoup de choses qui sont floues que nous allons essayer de clarifier pour faire en sorte que les gens sachent, soient au courant de ce dont ils peuvent bénéficier. Et enfin, on va pouvoir s'occuper des vraies choses qui manquent et faire des propositions pour que le gouvernement continue à travailler pour le développement de notre pays. C'est ça aussi le rôle que nous avons envie de jouer. Et ce rôle-là, il est possible ici, à la Cour constitutionnelle.
7 agences de production audiovisuelle mettront bientôt à la disposition des médias publics des contenus qui révèlent davantage le Bénin. Elles ont signé un accord de financement avec le ministère du Numérique et de la Digitalisation et un contrat d'exploitation avec la SRTB. Alain Sochouma et Alexis Kenom pour les précisions. Elles sont 7 agences parmi les 143 au départ à avoir tiré leur épingle du jeu. 7 agences sélectionnées pour bénéficier de la subvention de l'État suite à l'appel à projet lancé par le gouvernement béninois. Pour nous, producteurs, cet événement est un événement majeur et inédit. En 25 ans de pratique dans l'audiovisuel au Bénin, c'est la première fois que je suis témoin et même bénéficiaire d'une subvention de l'État béninois. C'est extraordinaire. Nous avons un défi de professionnalisme à relever parce que nous devons produire des contenus audiovisuels aux normes et aux standards requis au niveau international. Les agences sélectionnées ont signé une convention de financement avec le ministère du Numérique et de la Digitalisation et une autre d'exploitation avec la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB. L'enjeu est de taille. Il s'agit de faire en sorte que nos médias racontent le Bénin dans toute sa richesse linguistique et culturelle, avec des productions authentiques qui reflètent notre quotidien, nos aspirations et nos imaginaires. Cette signature de convention et de contrat d'exploitation est donc plus qu'un acte administratif. Elle symbolise notre volonté commune d'accélérer la structuration du secteur, d'encourager les talents et de faire émerger une industrie audiovisuelle à la hauteur des ambitions du Bénin. C'est l'histoire de la production audiovisuelle au Bénin. C'est l'histoire du paysage audiovisuel au Bénin. C'est l'histoire de la réforme des médias publics qui ont besoin de contenu de qualité. Et c'est l'histoire surtout d'un chef d'État qui croit en la capacité de créativité des acteurs de l'audiovisuel de son pays. En mettant en valeur les talents locaux et en offrant à nos œuvres une visibilité internationale, le Bénin affirme sa volonté de transformer nos médias publics pour les rendre encore plus dynamiques, plus authentiques et en phase avec les réalités et les aspirations de notre population. Avec ces nouveaux partenaires, c'est la grille des programmes des médias publics qui est enrichie avec des productions de qualité. Puis le 14 février, il se tient au stade de l'amitié Mathieu Kérékou une session d'évaluation des subventions accordées aux fédérations et clubs sportifs. Ces derniers ont été convoqués devant une commission chargée d'examiner l'utilisation des fonds qui leur sont alloués afin de garantir qu'ils servent réellement au développement du sport, à la formation des athlètes. Ernest Tegou, Blaise Adankou. En avril 2024, au Palais des Congrès de Cotonou, le ministère des Sports a dévoilé les critères d'évaluation des subventions accordées aux fédérations, clubs et associations sportives. À l'approche de la cérémonie d'octroi pour le compte de l'année 2025, le processus d'évaluation est en cours, débutant par une phase d'auto-évaluation. Après cette auto-évaluation vient l'étape d'évaluation que le ministère, avec les techniciens que nous avons en interne, nous avons procédé à cette évaluation. C'est une approche inédite pour les fédérations. L'exercice du jour ici confronte les évaluations internes des fédérations à celles du ministère. Aujourd'hui, c'est de prendre avec la fédération, les associations ou les clubs, de dire à tel niveau du critère qui peut-être mérite 5 points, nous avons accordé 3 points. Peut-être la fédération ou le club ou l'association s'est donné 5 points. On doit pouvoir demander les pièces justificatives qui les ont poussés à pouvoir s'attribuer ces 5 points. Si les pièces sont obtenues et que ces pièces sont probantes, on peut arriver à leur donner les 5 points. Ou si ces pièces ne sont pas probantes, on pourra leur dire non, ces pièces ne sont pas valables sur la base des critères et de ce qu'il fallait avoir pour pouvoir aller de l'avant. L'objectif est simple, c'est de pouvoir amener nos associations, nos fédérations, nos clubs à avoir une organisation claire dans leur gestion. Peu habitués à ce type de contrôle, les responsables de fédérations, clubs et associations reconnaissent néanmoins son importance pour une meilleure gestion des fonds publics. Quand on vous met à disposition des fonds, vous devez pouvoir les utiliser et les justifier à juste titre.
Et donc c'est pour cela que moi j'apprécie énormément cette évaluation qui a été lancée par le ministère. Quand vous voyez le document de l'auto-évaluation jusqu'à la séance de confrontation, vous verrez que ce n'est pas seulement les fonds publics, mais c'est la gestion dans sa globalité. Et ça, c'est pour ça que je dis que nous accompagnons le ministère dans cette démarche. Ça nous apprend à mieux gérer d'abord le côté humain, à mieux gérer le côté technique et à mieux gérer maintenant les ressources. Si nous finissons cette période d'échange, fédération, ministère, association, ministère, club, ministère, nous allons pouvoir sortir un rapport. Les premiers résultats de l'évaluation restent confidentiels, mais une certitude demeure. Certaines entités verront leurs subventions augmenter, d'autres diminuer, tandis que certaines resteront inchangées. Verdict à la publication du rapport final. Et voilà qui met donc fin à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur Bénin Télévision. Merci Marcel Arrossi. On se retrouve tout à l'heure pour la une des journaux. Le temps pour nous de nous diriger vers Alexandra Diotan pour sa chronique économie de ce mercredi matin. Mais avant, on va prendre une courte pause. Le temps de l'installer. On va la retrouver avec son invité. Elle nous parle d'autonomisation des femmes. À tout de suite. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. On retrouve donc à présent Alexandra Diotan pour la chronique économie de ce mercredi matin. Alexandra, bonjour. Bonjour
Bonjour mon ami. Comment allez-vous? Super bien, merci. Ça fait plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Eh bien, madame, monsieur, bonjour. Nous sommes en mars, mois de la femme, dit-on. Vous le savez bien, le 8 mars est la journée internationale consacrée aux droits de la femme depuis 1977. À cette date, la communauté internationale marque habituellement une pause pour le bilan des efforts déployés en vue de la réalisation des droits des femmes et de leur participation au processus politique et économique. Et c'est justement ce dernier aspect qui nous intéresse ce matin. On parlera d'autonomisation économique de la femme, du pourquoi et du comment avec notre invité Grâce Judicaël Anago. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes femme entrepreneur, expert spécialiste des questions d'autonomisation des jeunes et des femmes. D'autonomisation financière. D'autonomisation financière. Mais autonomisation en général. C'est ça. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Et pour entrer dans le vif du sujet, qu'entend-on déjà par l'autonomisation économique ou financière de la femme? Déjà, on va parler d'autonomisation en général. Alors, l'autonomisation d'une personne, c'est sa capacité à prendre elle-même des décisions pour elle-même, à décider elle-même de ce qu'elle veut pour elle-même, que ce soit sur le plan social, sur le plan marital, sur le plan économique, sur le plan politique. Et cela passe par la capacitation, c'est-à-dire il faut lui offrir les capacités de s'éduquer, donc d'avoir une très bonne connaissance des compétences, donc de s'éduquer et d'avoir accès aux décisions politiques, de pouvoir participer à la vie sociale et économique de sa communauté. Et donc d'une manière générale, c'est ça l'autonomisation. Donc on peut faire l'autonomisation sociale des femmes à travers par exemple leur capacité à prendre la parole, à participer à la vie sociale de leur communauté. On peut faire l'autonomisation politique des femmes par exemple en leur offrant des capacités politiques, de prendre des décisions pour la vie publique, de participer à la vie politique des communautés. Et de plus en plus, vous avez remarqué qu'on demande plus de femmes dans les instances. C'est une manière de participer et d'encourager l'autonomisation des femmes. Donc, et quand on revient spécifiquement sur l'autonomisation financière d'une personne, c'est sa capacité à pouvoir elle-même, à ses besoins fondamentaux, notamment se loger, se vêtir, se nourrir, s'éduquer, c'est-à-dire les premiers besoins de toute personne. Et donc, si aujourd'hui on en parle de plus en plus, c'est parce qu'à un moment donné, on a remarqué qu'il y a un déficit, il y a un problème, c'est parce que c'est pour lever des problèmes qu'on a commencé par parler de l'autonomisation des femmes, de l'autonomisation des jeunes, parce que justement, il y a des problèmes irrelatifs. L'autonomisation financière spécifiquement, c'est ce qui nous intéresse, il ne faut pas l'oublier. À quel problème est-ce que cela vient solutionner en ce qui concerne la situation des femmes? Alors, déjà, c'est important de dire, mais quelle est la situation des femmes? Allons-y. En fait, du fait d'être une femme, il y a beaucoup de problèmes liés à fait, c'est-à-dire c'est des problèmes que vous n'aurez jamais eu si vous n'étiez pas une femme. C'est ces problèmes-là qu'on classe dans la catégorie des problèmes liés au genre. Et donc... De quel problème spécifique sur quel problème spécifique Je suis suspendue à cette lèvre, je suis curieuse d'en savoir plus. Alors, si par exemple vous n'êtes pas une femme, vous ne pourrez pas subir par exemple un viol. Si vous n'êtes pas une femme, vous ne pourrez pas mourir en donnant naissance à un nouvel enfant. C'est des problèmes spécifiquement liés aux femmes et à tout le poids social que l'on a mis sur les femmes. Et donc, c'est important pour régler ces problèmes de mettre en place des dispositions particulières. Et lorsqu'on cite les problèmes des femmes, c'est beaucoup. Il y a le manque d'éducation, c'est-à-dire les femmes, jusqu'à un passé récent, n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. On privilégiait la scolarisation du garçon sur celui de la fille. Et c'est pourquoi, justement, comme mesure, il y a eu la gratuité de l'école pour les filles. Il y a la santé sexuelle et reproductive, qui est également un énorme poids
pour les jeunes filles et pour les femmes. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'organismes de féministes qui s'insurgent, qui militent pour une amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du droit des femmes à l'information sexuelle et reproductive. Il y a le problème, par exemple, des mutilations génitales. C'est du fait que alors la femme autonome financièrement... Ce n'est pas fini. Et il y a le plus gros, c'est les violences basées sur le genre. Et donc tout ça, c'est un coffret de problèmes qui sont le lot des femmes. Et en autonomisant mieux les femmes, en leur donnant la parole, en leur permettant de prendre des décisions pour elles-mêmes, en fait, je suis sûre que si vous deviez décider vous-même d'être maltraité ou bien traité, vous déciderez d'être bien traité. C'est cela l'autonomisation. Et dans ce lot, il y a l'autonomisation financière, que moi j'appelle la mère des autonomisations. Parce que vous avez beau dire à une femme, tu as le droit de parler, tu as le droit de répliquer, tu as le droit de te défendre quand les gens te briment, et qu'elle n'ait pas les moyens, elle peut se laisser elle-même brimer, juste parce qu'elle n'a pas l'argent qu'il lui faut pour vivre tous les jours. Elle peut se laisser tabasser par un mari, se laisser maltraiter psychologiquement par un mari, parce qu'elle n'a pas les moyens de sa subsistance. Alors, quel est le contenu des programmes axés sur l'autonomisation financière? Déjà, est-ce que l'argent suffit à tout? Parce que le but d'autonomiser financièrement la femme, c'est de lui permettre... Donner la capacité d'être financièrement à l'aise. C'est ça. Il est clair que l'argent ne suffit pas à tout. Oui. Mais l'argent suffit à 95% des choses. Là où tous les mots ont échoué, l'argent débloque les portes. Par exemple, je vous donne un tout petit exemple. Les femmes dans certaines régions du Bénin n'ont pas accès à la terre. Elles ne peuvent ni hériter ni acheter de la terre. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, si elle a l'argent, elle achète sa terre. Elle achète sa terre. Et l'exploite pour ses activités génératrices de revenus. Donc l'argent ne suffit pas à tout, mais l'argent fait 97% des choses. Les 3%, on laisse ça à Dieu. Et donc, quels sont les programmes? Quel est le contenu de ces programmes des programmes d'autonomisation? La plupart des programmes d'autonomisation travaillent d'abord sur la formation, le renforcement de compétences des femmes, leur donner des activités génératrices de revenus. Que ce soit dans le monde urbain que dans le monde rural, ça se fait. Et je connais de grandes institutions qui travaillent uniquement à l'autonomisation financière des femmes. Je veux citer par exemple Batonga Fondation, qui s'occupe exclusivement de l'autonomisation financière des femmes. Dites-vous que par exemple Batonga a mis en place un réseau de plus de 6000 femmes qui travaillent ensemble pour gagner de l'argent, et elles se font beaucoup d'argent. Et lorsqu'une femme commence par gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont plus facilement à l'école, elle se soigne mieux, elle investit dans sa famille, dans tous les domaines, c'est prouvé, que ce soit sur le domaine agricole. J'ai fait le cajou, j'ai fait le coton, dans tous ces domaines-là, chaque fois que les femmes ont pu gagner de l'argent, on a vu la vie de la société, la vie de la communauté s'améliorer. Tandis que parfois, quand c'est l'homme qui gagne l'argent, on a vu de nouvelles femmes s'ajouter. On a vu d'autres problèmes venir s'ajouter. Donc l'autonomisation financière des femmes leur donne l'autonomie en général, mais également permet de régler des problèmes de base de la communauté. C'est donc un élément essentiel sur lequel tous les organismes devaient se focaliser. Comment faire en sorte que les femmes deviennent financièrement autonomes. Je sentais un monde brûlé d'impatience. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, ou c'est l'éducation? Parce que j'ai l'impression que vous centralisez le débat ou la réflexion autour de l'argent. Pour vous, si on suit votre réflexion, donnez-leur de l'argent, jetez-leur de l'argent à la figure. Qui a dit ça? C'est ce que j'ai. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. J'essaie de vous suivre en tout cas. D'accord. Alors, ce que je dis que l'autonomisation financière des femmes leur permet de se libérer et de libérer leur communauté. Et c'est quoi l'autonomisation? Comment on arrive à l'autonomisation? J'ai dit que le premier principe, c'est le renforcement de capacité. Et donc, quand vous dites éducation, c'est également ça.
L'éducation, c'est aussi ça. Je suis d'accord. Déjà, la jeune fille, la petite fille, permettez-lui d'aller à l'école. C'est ça. Et quand elle a échoué à l'école, faites-lui faire des activités génératrices de revenus. Permettez-lui d'apprendre un métier. Et même là encore, quand elle a échoué, nos mamans, ça dit, l'Afrique a toutes les compétences. Apprenez-lui peut-être à faire du commerce. Pourquoi pas. En fait, c'est ce qui se passait avant. Quand la fille échouait à l'école, on la mettait dans le commerce, à côté d'une tante, à côté de sa maman. Elle allait au marché. Et c'est comme ça que toutes les nanas baisses de Topa se sont formées. Donc, l'autonomisation financière repose essentiellement sur l'éducation, l'apprentissage à la gestion, même la gestion de l'argent lui-même. Parce qu'il y a aussi un problème. Lorsque les femmes gagnent de l'argent, elles sont tout de suite dans les atchoké. Vous allez voir une femme qui a un revenu de moins de 50 000 francs le mois s'offrir régulièrement des pagnes. De 30 000, de 40 000. Des grands trucs. Ouais. Ça, c'est une très mauvaise gestion financière qui travaille à l'appauvrir et à la maintenir dans une dépendance financière qui ne correspond pas à ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'autonomisation aussi, c'est d'apprendre aux femmes à gérer l'argent. Si tu as 100 000, comment tu fais pour que ça devienne 150 000 plutôt que de le dépenser? Et c'est justement dans ce sens que moi, je fustige toutes ces associations, ces organisations qui sortent des pagnes de 8 mars, qui sortent de grands foulards et qui chosifient encore une fois les femmes pour qu'elles commencent à faire ça. Alors, Grace, j'ai bien envie de vous demander quels sont les freins, les limites observées sur le terrain dans ce travail-là, accompli pour amener la femme à s'autonomiser, à avoir une activité. C'est comme si vous aviez posé à travailler dans l'administration. La question des questions, la plus grosse question, parce que il y a tellement de... Il y a des limites tellement grandes qu'on n'arrive pas à leur donner tous des noms. Vous savez, c'est dit, il y a une éducation, il y a un formatage de la psychologie sociale que parfois même des personnes comme moi, nous subissons et nous travaillons à la maintenir. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à déconstruire le mythe du genre, depuis le bas âge chez les enfants, à expliquer aux petits garçons et à la petite fille qu'ils sont vraiment égaux ou bien tous utiles, parce que moi je ne suis pas dans le sens de l'égalité, parce que chacun son rôle et c'est complémentaire. Donc il faut expliquer à tous les deux qu'ils sont très utiles, qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, c'est-à-dire l'éducation pour déformater et déconstruire l'aspect genre dans nos sociétés. Les femmes ne sont pas obligées de s'en référer systématiquement à un homme pour prendre des décisions. Parce que c'est à ça que la société nous a réduits. Et c'est ça qui fait le plus grand problème. Exemple, vous dites à une femme, je vais te former, je vais te montrer, par exemple, elle est venue vous voir avec 3 enfants et vous avez vu que tous les enfants sont par exemple malnutris. Ok, je vais te former, je vais t'apprendre comment on fait des farines, pour que tu récupères déjà tes propres enfants pour qu'ils soient en bonne santé, que toi-même tu manges et que tu sois en bonne santé, et que tu puisses même revendre ça pour gagner, par exemple, de l'argent. Elle va te dire, je vais aller voir, là il donne papa, là il donne papa, mettons, là il donne toi, mettons. Pourtant, ce n'est pas que tu lui dis, viens payer. Oui, mais Grace, est-ce que cela est mauvais en soi? Parce qu'on aurait tendance à croire que vous incitez à un bras de fer au sein des ménages. Absolument. Si cette femme-là elle vit dans un ménage, est-ce qu'il ne faut pas lui apprendre comment influencer son mari, l'amener à adhérer à ce qu'elle lui propose, autrement amener à la chose? Mais en fait, c'est ça, Alessandra, le problème. Ouais. J'ai presque envie de vous dire que vous subissez aussi le système. C'est ça le problème, parce que quand c'est le mari qui est venu et tu lui dis, hé gars, j'ai un business de 5 millions. C'est-à-dire, il ne gagne pas 200 000 par mois. Et j'ai un business de 5 millions sur lequel je vais te mettre. Est-ce qu'il dit, je vais aller parler à ma femme? Est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il dit, je vais d'abord aller informer ma femme, si elle dit quelque chose, je vais venir te dire? Mais vous concevez avec moi qu'en tant que femme, nous réclamons quand même être consultés par nos époux sur des questions quand même des trucs qui sont liés au couple. Si en retour, on ne peut pas faire cette démarche, est-ce équilibré? Non. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qui est normal. Oui.
et il y a ce qui est exagéré. Ne prenons pas l'exagéré dans le cadre du normal. Ce n'est pas possible. Et comme ça, on ne va pas évoluer. Il est normal de communiquer dans un couple. Si par exemple cette dame-là, au lieu de me dire je vais aller en parler à mon mari et revenir te dire, en fait, c'est pas que la décision, elle ne l'a pas, elle veut bien, mais si son mari là-bas lui dit non, elle ne fera pas. Exemple, hier, je discutais avec une dame qui dit, je veux pour... Elle a fait l'université. Elle a une maîtrise. Et elle dit, je veux apprendre un métier pour compléter mes activités parce que depuis l'université, je ne gagne pas de l'argent. J'ai envie de faire la coiffure. Mais mon mari a dit non, c'est la couture que je vais faire. Est-ce que vous comprenez que c'est un problème, ça? D'accord. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que vous proposez? Braver l'avis du mari, aller au clash, faire preuve de rébellion ou en discuter, trouver un terrain d'entente? Pourquoi cherchez-vous à dire que je suis rebelle? Je pense qu'à côté, il serait bien de développer cette capacité des femmes à argumenter, à pouvoir influencer leurs époux. En fait, ce que je dis, c'est que lorsqu'une décision est bonne pour toi, tu puisses dire oui, je le veux. D'accord. Quitte à ce que, une fois rentré chez toi, tu dis, ah, monsieur mon mari, mon cher chéri, regarde, voilà une très belle opportunité que telle personne nous a dit. Et je pense que vraiment c'est important. En fait, quand tu y vas, c'est information, conviction. Convaincre le mari, lui expliquer en quoi c'est bon et non pas lui dire, est-ce que je peux? D'accord, vous avez compris. Il y a une grande différence. Est-ce qu'on peut évoluer? On a commencé par citer les limites, les freins. Donc, voilà, la plus grosse limite, c'est le blocage psychologique. Okay. Mais après ça, il y a le problème de comment on y parvient. Il y a le problème de comment on réussit à véritablement faire l'autonomisation financière des femmes. Parce que d'une région à l'autre du Bénin, ce n'est pas les mêmes problématiques. Si vous êtes dans une région urbaine, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans une région rurale, par exemple, où les femmes sont déjà des agricultrices. Par exemple, en région rurale, c'est un peu plus facile même d'autonomiser les femmes en région rurale parce que souvent, elles ont déjà une activité qui est claire, c'est les travaux des champs. Maintenant, il s'agit de les aider à développer ça, les aider à limiter les pertes post-récolte, les aider à trouver des marchés plus rémunérateurs, les aider à s'organiser, leur faire une éducation financière pour qu'elles puissent savoir que quand elles ont 50 000 francs, il ne faut pas aller mettre 30 000 francs dans des pagnes et autres. C'est-à-dire, c'est tout ça. Mais quand vous revenez dans une zone urbaine comme Cotonou, Parakou, c'est un peu plus compliqué parce que la plupart de ces femmes, parfois, sont venues du village, ont fait les zones rurales et n'ont même pas une compétence. Il faut d'abord leur apprendre un métier et ensuite qu'elles puissent pratiquer ce métier, qu'elles apprennent à gagner de l'argent avec ce métier. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, de toutes les façons, c'est ça, hein, c'est la limite. On se dit, bon, les femmes cherchent d'abord un mari. À tout ça, quels sont vos remèdes? Qui vont La femme cherche un mari. D'abord, puisque le mari va subvenir à ses besoins. C'est ça qui est dans la tête de tout le monde. C'est normal qu'un mari puisse aider sa femme et qu'une femme aussi puisse aider son mari. Et vous voyez, il y a même des maris qui disent à leur femme, tu ne vas pas travailler, tu ne vas rien faire. Ce qui n'est pas le cas au village. Même quand au village, on dit la femme ne va pas travailler, elle va au moins au champ avec le mari. Et souvent, dans les villages, on lui donne une petite parcelle qu'elle peut cultiver pour ses propres besoins. C'est vrai que ce n'est pas aussi réjouissant que je le dis comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Alors, quels sont Qu'est-ce que vous proposez comme remède ou solution? On continue. On va continuer par travailler. Ce n'est pas une lutte. Avec quels acteurs? Toujours. Que ce soit le gouvernement, que ce soit toutes les parties prenantes, que ce soit les organismes internationaux, nationaux, les acteurs à la base elles-mêmes. Il faut qu'on puisse travailler avec, qu'elles puissent être... Vous voulez parler des femmes? Oui, des femmes elles-mêmes, qu'elles puissent être parties prenantes, qu'elles puissent comprendre la nécessité pour elles de commencer par gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent, mais gagner de l'argent pour s'acheter elle-même son linge hygiénique, gagner de l'argent pour ceci et cela. Donc, alors, on est d'accord aujourd'hui qu'on n'est plus à une position stationnaire.
qu'on a commencé par mener cette réflexion depuis quand même plusieurs années déjà, et que les choses sont en train de bouger. On est d'accord que ça va prendre du temps, ça a pris du temps pour s'installer, ça va prendre forcément du temps pour être déconstruit. Il faut forcément être patient et apprécier déjà les progrès qui sont en train d'être réalisés. C'est normal, c'est clair qu'on apprécie les progrès et on est même très reconnaissant à tous ces mécanismes qui se sont mis en place pour que les femmes soient où elles sont aujourd'hui. Mais à trop apprécier l'avancement, on pourrait reculer. On pourrait reculer et il y a des phénomènes très graves que je ne voudrais même pas citer sur ce plateau qui se produisent et vous vous demandez qu'est-ce que nous avons fait depuis 30 ans sur les droits des femmes pour qu'on en arrive encore là, ou bien sur l'autonomisation des femmes, pour qu'on ait encore des situations pareilles. Donc c'est vrai qu'on apprécie le parcours, on apprécie les avancements, mais également on prend conscience de la taille du travail que nous avons à faire et on continue d'y travailler résolument. Nous allons passer, mais d'autres personnes vont encore venir et continuer le travail. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans que vous nous rappelez aux femmes qui nous suivent l'importance d'être autonomes financièrement. Alors, chère maman, chère sœur, chère petite sœur, et il est très très important que vous puissiez avoir une activité génératrice de revenus, que vous puissiez savoir faire quelque chose de vous, mais que vous puissiez gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de braver vos maris ou vos pères, ce n'est pas parce que vous devez être rebelle, c'est juste pour pouvoir vous-même assumer certains de vos besoins et prendre des décisions lorsque le mari ou le père n'est pas là. C'est pour que vous puissiez amener votre enfant à l'hôpital quand il fait 40 de fièvre et que le papa n'est pas là. C'est pour que vous puissiez aller payer les scolarités de vos enfants quand le papa est en problème. C'est pour que quand vous devenez subitement veuve, vous puissiez bénéficier de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous faites déjà. Il y a beaucoup de choses qui font que vous devez tout faire, comme si c'était travailler jusqu'à votre dernier souffle pour pouvoir chaque fois avoir un revenu financier régulier qui vous permette de satisfaire vos besoins. Et si ce revenu peut vous permettre de vous faire plaisir de temps en temps pour dire oui, je suis une femme, je suis autonome, je suis fière de l'être, ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir à moi quand même, grâce à Nago. Merci d'être passé par ici ce matin. Herman Lamégan sera donc tout pour la chronique économie. On va espérer que l'essentiel du message est passé. Et pour ce mois de la femme, on va poursuivre la lutte, revenir parler. Assez de chapeaux, assez de pagne, s'il vous plaît. On en a plus qu'assez. Le peu d'argent qu'on a, travaillons à le développer et à laisser un héritage à nos enfants. Merci, grâce à Nago. À la prochaine, à la semaine prochaine. À la prochaine, Alexandra Diotan, vous faites bien d'en parler aujourd'hui. Vous parlez d'autonomisation économique des femmes. Il faut dire qu'il y en a beaucoup qui ont déjà suivi ce chemin, et ces femmes-là, la plupart du temps, on les retrouve dans les marchés, en train de faire leur... Et plusieurs ont d'ailleurs aussi embrassé des métiers d'hommes. Pourquoi pas, absolument. J'opérais déjà ma transition, on m'avait arrêté. Mais alors, je reviens à ma transition. On va prendre justement la direction du marché pour retrouver Saint-Tiche Quimpon, qui nous emmène au marché de fruits et nous renseigne sur les circuits d'approvisionnement, le marché d'écoulement et surtout ce que deviennent ces invendus-là, parce qu'on sait que ce sont des denrées hautement périssables. Lorsque vous ne finissez pas d'écouler vos fruits au bout de quelques jours, comment est-ce que vous faites pour pouvoir rentabiliser? Allez, on retrouve Saint-Tiche au marché de Gary. Alors, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui au marché, nous sommes où? Nous sommes dans un stand de vente de fruits. Ici les étals regorgent de produits variés, de produits tropicaux variés, des ananas, des mangues, des pommes. Et moi je suis sûre, Herman, que ce ne sont que ces quelques fruits que vous connaissez, mais bon, il y en a plusieurs d'autres et nous allons l'apprendre avec notre vendeur. Bonjour Thierry. Oui, bonjour madame la journaliste.
Comment vous allez? Ça va très bien, merci, et vous-même? Je vais très bien aussi. Alors, vous êtes vendeur de fruits. Vous allez nous présenter votre étagère, tous les fruits qu'on a, vous allez nous les présenter. Ça vous va? Madame. Alors, comme fruits, et sur mon étalage, j'ai les fruits importés comme les fruits locaux. Comme fruits locaux, je peux commencer par les papayes solo. J'ai les mangues. Ici? C'est les papayes solo, j'ai les mangues pistolets. J'ai les mangues lomées et comme toujours fruits locaux, j'ai les bananes, oranges, ananas et les pastèques. J'ai également les cocos. Voilà, j'ai les corosols et avocats. Voilà les corosols. Chap-chap, c'est ça on appelle chap-chap, hein? Oui, c'est ça on ben appelle voilà. chap-chap. Corosol. Oui, pourquoi ce nom, vous savez? Non, je ne sais pas, les clients viennent, demandent du corosol. Donc, avec le temps, j'ai fait les recherches, j'ai compris que c'est ça qu'on appelle aussi corosol. Voilà. On a encore quoi avec? Maintenant, pour les fruits importés, j'ai les poires. Voilà les poires. Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai les pommes piches. J'ai les pommes vertes. Et également les pommes rouges. Et j'ai les citrons importés. Ceci, on ne dirait pas que c'est un citron hein, pour moi. Je crois. Ça ressemble à un autre fruit carrément. Citron importé. C'est grand. Oui, c'est grand. Bon, c'est ça là qui est grand. Sinon, il y a d'autres qui sont moins grands. Oui, voilà, plus petits. Voilà. Et ça, c'est les oranges importées. C'est les oranges importées. Oranges importées. Oui. Et le petit qui est là-bas, c'est les clémentines. Oui, voilà les clémentines. Voilà. Et j'ai aussi les raisins. Voilà un peu ce que je vends comme fruits. Et quand vous venez au marché comme ça, vous en tant que vendeur de fruits, à quelle heure vous venez au marché et quand est-ce que vous rentrez au marché? Déjà à 8 h, le marché est ouvert. Mais nous, avant de venir, il faut qu'on aille faire les approvisionnements. Donc, autour de 10 h, je suis au marché. Parlons d'approvisionnement. Vous allez vous approvisionner? Nous approvisionnons au marché Tokpa. Il y a d'autres qui vont vers d'autres marchés à Glo, à Ouedo. Bon, je maîtrise après Calavi, voilà. Donc, d'autres vont là-bas. Mais moi, je vais à Tokpa pour m'approvisionner. Parlons des prix de ces produits-là. Est-ce que les produits sont chers chez vous ou moins chers? Si on va parler par exemple du citron importé, c'est à combien l'unité? Bon, le citron importé, surtout les fruits importés, on les vend au kilo. Le citron importé maintenant, c'est à 2000 francs le kilo. Vous voyez, donc si quelqu'un veut prendre ça en grande quantité, je peux lui faire un prix. Vous voyez, on peut réduire un peu pour faciliter parce que c'est en grande quantité, la personne veut prendre. C'est un peu ça. Et si je prends la grande pastèque qui est en haut là, par exemple, c'est à combien aussi? Parce que c'est au kilo, ça dépasse déjà le kilo. L'unité, c'est à combien? C'est l'unité, la grande pastèque, on peut vous faire ça à 1700. Parce qu'il faut voir, si je fais ça à 1700, c'est genre pour gagner juste un petit prix là-dessus. Ah, oui, un peu d'argent. Oui. Quelque chose que tu paies à 1500, tu vends à 1700, c'est déjà bon. Mais il arrive des fois, on augmente un peu pour pouvoir faire un bon chiffre. Alors, monsieur Thierry, en tant que vendeur de fruits, les fruits sont des produits où quand on ne les consomme pas vite, ça se gâte. Quels sont les problèmes, les véritables problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant que vendeur? Oui. Si les fruits, on ne les vend pas, ça se gâte. Les fruits, souvent, c'est un truc qui dure 3 jours. C'est pourquoi moi, je ne m'approvisionne pas en quantité. J'essaie de voir la marge dans laquelle mes produits s'écoulent pour faire mes approvisionnements. Donc, je vends et je paie les fruits non mûrs. Que je garde. Ça peut faire jusqu'à 1 semaine pour que je n'ai pas beaucoup de pertes. C'est ce que je fais. C'est ma façon. D'accord, merci à vous et nous vous souhaitons du courage. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? Je demande Un homme vendeur de fruits. Au fait, c'est arrivé comme ça. Sinon, après les études, il n'y a pas quelque chose. Moi, ma maman est dedans. Donc moi, je suis lancé dedans. Et puis, c'est pas mal. J'arrive à m'en sortir. On a dit
Oui, au revoir à tout le monde. Merci et soyez câblés. D'accord, voilà, soyez câblés, Armand. Ça sera tout pour au marché d'aujourd'hui. Nous avons vu quelques fruits et je vous promets prochainement, on va vers les légumes. Il y en a tellement qu'on va les découvrir et certainement aussi d'autres fruits. Rendez-vous prochainement dans un autre numéro de votre rubrique au marché. Bye bye. Au revoir. Merci donc à Saint-Tiche Kimpong qui était donc au marché de fruits. On a entendu un fruit, mangue pistolet, c'est ça. Bonjour Benoît Wandia. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est mangue pistolet, c'est ça, non? Ah, j'ai été surpris de l'apprendre aussi. C'est la première fois que j'entends ça. On va demander à Saint-Tiche ce qu'elle en sait, mangue pistolet. Alors, vous n'êtes pas là. Quel goût ça donne? Et quel goût ça donne? Si dans la bouche, il y a, pourquoi pas, une déflagration. L'effet du pistolet. Alors Benoît, vous êtes là pas pour nous parler de mangue pistolet, mais pour nous parler donc des 10 ans de Radio Bénin Alafia. On va vous installer sur 5 sur 7 matin. Radio Bénin Alafia a 10 ans de bonheur, 10 ans de communion avec les auditeurs disséminés par le Bénin, 18 langues nationales parlées, un véritable melting pot dont on vous raconte aujourd'hui la success story. Bonjour. Oui, bonjour Benoît. Oui, bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Radio Bénin Alafia, vous être le patron de la section Milan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, le mot patron me gêne un peu, mais bon, je suis chef de la section Mina. Voilà, donc chef, patron, c'est des mots voisins quand même. Allez, Benoît, Radio Bénin Alafia a 10 ans, on n'a pas vu le temps passer. 2015-2025, on n'a vraiment pas vu le temps passer. Et j'imagine que vous aussi. Herman Amégan, je pense que votre introduction m'a plu parce que vous avez parlé de 10 ans de bonheur. C'est véritablement 10 ans de bonheur avec les populations. Il faut dire que en 2015, quand Radio Bénin Alafia naissait, c'était un peu comme si on partait dans l'inconnu. C'était comme une aventure risquée parce qu'on se demandait, excusez de peu, les Béninois avec cet amour effréné que nous avons pour la langue française, est-ce qu'une langue sur laquelle il n'y a pas le français du tout, une langue sur laquelle, une radio sur laquelle on ne parlera que langue nationale, est-ce que les Béninois vont s'intéresser à cette radio-là? Mais grande a été notre surprise. Aujourd'hui, on se dit qu'on a perdu du temps en fait. On ne devait pas parler de 10 ans, on devait peut-être parler de 50 ans, de 60 ans, d'une radio au Bénin qui ne parle que les langues nationales du Bénin. Il n'est jamais tabou bien fait. Donc en 2015, la radio a vu le jour. C'était un peu couplé avec les 62 ans de Radio Bénin. Il faut dire que les 18 langues, comme vous l'avez su bien dire, les 18 langues étaient un peu avec le français sur Radio Bénin. S'il faut se risquer dans les pourcentages, on pouvait dire que les 18 langues occupaient 30% à peu près de la grille de Radio Bénin, le reste pour le français, donc c'était un peu coincé. Alors, on avait des je ne vous coupe pas, on voit là oui. l'image, les langues nationales parlées, le Fon, le Dindi, le Minan, Batono, Yoruba, Yom, Kotokoli, Adja, Bodi, Tamari, Lokpa, Wama, Ani, Goun, Sakwe, Biali, Foufoulde, Materi. Si un Béninois dit qu'il n'y a pas sa langue, c'est que la langue est parlée par 2-3 personnes dans son quartier. Non, si je devais citer, il allait commencer par le Minan, naturellement. Moi, je profite de cette occasion pour dire que nous avons 6 langues. Du Sud et 12 langues de la partie septentrionale du Bénin. Donc, c'est 6 et 12 qui forment les 18 langues de Radio Bénin Alafia. Aujourd'hui, la radio émet de 6 h du matin à 0 h. Donc, nous avons, disons, 18 heures par jour, 18 heures d'émission. Et chaque langue arrive quand même à trouver sa tranche, à s'épanouir, contrairement
à ce qui était quand on était avec le français sur Radio Bénin. Il fallait, comme je le disais, faire des émissions de 15 minutes, des émissions de 30 minutes, c'était le maximum. Aujourd'hui, nous avons des émissions d'1 heure, des émissions qui n'ennuient personne. Quand vous prenez une émission d'animation comme le bal poussière, les samedis, c'est de 22h à 0h, mais personne ne s'ennuie. Vous avez Mélodie d'hier, vous avez des émissions phares comme Adjalalassa. Adjalalassa, c'est un peu, on l'appelle notre temps, c'est un peu l'arbre sous l'arbre à palabre qui se fait en fond, en dindi. Quand vous écoutez Radio Bénin Alafia, vous avez ce bonheur-là d'être véritablement enraciné dans votre culture. Nous abordons tout, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, c'est la santé. Bon, la politique, pas forcément, mais on en parle. On en parle quand je prends l'émission à Djalalassa. Parfois, ils abordent des termes relatifs à la politique. Mais on n'est pas dans la politique comme cela s'entend. On peut parler de l'actualité, voilà, de l'actualité politique, mais pas faire de la politique comme on l'entend, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes plus avec le monde rural en fait. L'agriculture, l'environnement, la santé, tout ce qui peut apporter un plus à tous ceux qui, je vais dire, ne parlent pas français, mais en fait, Radio Bénin Alafia, c'est pour tout le monde. Et parfois, les gens nous confessent qu'ils suivent certaines informations en français, mais c'est après avoir suivi les mêmes informations sur Radio Bénin Alafia qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fait une radio qui émet pour 100% de Béninois. On ne va pas se dire que c'est pour les 80 ou 90% qui ne parlent que langue nationale, non. C'est pour tous les Béninois et véritablement c'est 10 ans de bonheur, comme vous l'avez dit. Absolument. Alors, aujourd'hui, 10 ans que la radio existe, quels sont les défis contemporains auxquels vous devez faire face? Oui, nous allons poursuivre ce qui est fait. Parlant des défis, je pense que la grande partie de cette question irait aux autorités actuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère des réformes au niveau du service public. Mais nous qui sommes là, nous ambitionnons quand même faire un peu plus, nous rapprocher un peu plus des populations, les faire parler plus que nous autres. En fait, nous sommes dans la peau des facilitateurs. Quand je vais dans le champ d'un agriculteur, ce n'est pas à moi de décrire tout ce qui se passe dans son champ. Je lui laisse la parole, c'est à lui de dire les nouveautés par rapport à ce qu'il fait. Même chose dans le monde de la santé, ainsi de suite. En fait, nous voulons que la radio devienne véritablement la radio des auditeurs. D'ailleurs, nous avons une émission de grogne matinale qui est animée selon les langues et selon les jours. Et c'est les auditeurs qui s'expriment, qui disent « Ah, dans mon quartier, il y a telle chose, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, ainsi de suite. » C'est les auditeurs qui font cette émission. Donc, les autres émissions également, nous ambitionnons quand même les laisser parler plus que nous qui sommes agents de cette radio. Et c'est comme ça que tout le Bénin va se retrouver à travers cette radio. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre défi, et ça ne dépend pas forcément de nous qui sommes journalistes sur cette chaîne, c'est le défi de la couverture intégrale du territoire. On est un peu, disons, malheureux parfois quand les auditeurs nous disent dans notre zone, Alafia n'émet plus, ça fait 2, ça fait 3 jours que nous n'avons plus Alafia. Et chaque fois, nous essayons quand même de joindre nos amis des centres émetteurs qui essaient quand même de rétablir la couverture dans ces zones-là. Donc je pense que si les autorités, comme ça avait été dit d'ailleurs en Conseil des ministres, les autorités aident cette radio à véritablement couvrir le territoire et à ne pas avoir les pannes répétées. Voilà aussi l'autre faiblesse, je vais dire, de Radio Bénin Alafia. On a souvent de ces pannes-là qu'on ne devait plus retrouver sur une grande chaîne comme celle dont nous parlons. Donc, ces deux difficultés qui constituent en fait des difficultés plus techniques que d'ordre fonctionnel au niveau des agents, nous comptons sur les autorités pour aider Radio Bénin Alafia
à être tous les jours dans les habitudes. Vous savez, confidence pour confidence, il y a des auditeurs qui nous disent que depuis qu'ils ont capté Radio Bénin Alafia, ils n'éteignent même plus leur poste récepteur. Ils doivent quand même l'éteindre à zéro. Donc, parfois, ils laissent comme ça et c'est le poste qui les réveille. D'accord. Donc, à 6 h du matin, dès qu'on lance le générique de début d'émission, ils sont réveillés et ils laissent la chaîne. Donc, ce qui veut dire que tous les auditeurs de Radio Bénin Alafia se retrouvent dans les 18 langues qui sont parlées sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour célébrer cette 10e année d'existence? Oui, pour la radio, nous-mêmes, nous avons voulu quand même que les auditeurs sentent que ces 10 ans d'anniversaire sur Radio Bénin Alafia, nous aurons nos anciens que la grâce divine a laissé encore en vie avec nous. Nous allons aller vers eux, leur demander comment ils voient le fonctionnement 10 ans plus tard, donc de Radio Bénin Alafia. Et nous, naturellement, nous irons vers nos auditeurs qui ont déjà d'ailleurs commencé cette semaine à se prononcer. Qu'est-ce que vous auriez souhaité que Radio Bénin Alafia puisse vous offrir? La journée du 10 sera vraiment une journée spéciale que nous allons animer avec les auditeurs. Après ça, nous-mêmes, nous allons essayer de voir si nous pouvons nous faire plaisir un peu dans les locaux de la radio. Voilà. Et Herman Amega est invité. Merci beaucoup pour l'invitation, Urbi et Urbi. Alors, Benoît Rondia, il y a Estelle Espérance Europe Azou qui a réalisé tout récemment un élément à l'occasion de la journée des langues maternelles et je pense que c'est une réalité que vous vivez au quotidien face aux mutations donc de la société. Il y a de nouvelles réalités qui n'existent pas dans nos langues nationales. Donc je profite pour vous poser la question, comment est-ce que vous vous adaptez? Et petite question simple, c'est pas une colle, comment est-ce que vous dites ChatGPT en Mina? Il faudrait déjà comprendre de quoi il s'agit. Comment est-ce que vous dites intelligence artificielle? Bon, si c'est Amina, vous voyez, en fait, avant même de dire ça, je dis, il faut voir le concept et essayer de le rendre. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir trouver un seul mot pour désigner la même chose. Quand le français dit intelligence artificielle, ça veut dire quoi? C'est des machines qui agissent comme les hommes. Donc, je peux dire à mes auditeurs, donc on comprend un peu que cette machine-là peut remplacer l'homme et agir comme si c'était un homme qui réfléchissait, bien que ce soit une programmation. C'est la même chose. Ordinateur, nous avons dit Emonia nous, parce que l'ordinateur, tu lui poses une question, l'ordinateur répond, ainsi de suite. Donc, Internet. C'est vrai, c'est... C'est compliqué. Ah bon, on va pas finir ici, on continue. J'ai bien envie de savoir en tout cas. Non, mais vous savez que c'est un des défis majeurs aujourd'hui, pouvoir traduire les réalités dans nos langues nationales. Benoît, je vais vous laisser filer parce que vous avez sans doute une longue journée qui vous attend. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs et téléspectateurs aussi, parce que vous intervenez à la télé à travers le JT en Milan. Et bientôt, vous aurez une chaîne dédiée uniquement pour vous. Elle existe déjà. Cette chaîne, elle va bientôt commencer par émettre Bénin Télévision Alafia. Et donc, forcément, ça va encore faire plaisir davantage aux téléspectateurs. Pour ces personnes qui vous suivaient déjà à la radio, qui suivent déjà votre JT, c'est tout un bonheur. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce sera en 1 minute en français et 1 minute en mina. Merci beaucoup. En français, je leur dirais que comme nous avons l'habitude de leur demander, il ne s'agit pas seulement de dire « je t'ai suivi, c'est bien », mais nous voulons les remarques. Si tu faisais ci, ce serait mieux, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que nous allons nous améliorer. Je pense que c'est leur radio. C'est leur radio. Nous sommes là pour faciliter la communication entre eux. Donc, nous leur demandons de rester toujours collés à Radio Bénin Alafia, de faire Radio Bénin Alafia avec nous. Mabia madakwe nao Herman Amega adakwe ne tonyekewe dotom ndekeya nkane jibe wetro me yemi dona gengbe voa miado gengbe vire ndekeya miadakwe no be Radio Bénin Alafia ledu ebe jigbezan
EPO ni sofiragbe ye belado EPO ware miapata be paye beni do nenea be nyakaka moadia miadegbeo ye midona miadegbewo ni ye leme ye sibere kemi gbolendo zanrea miadegbewo ni won wa ni mi so wa miapobe egbegbogbo ke le bene a mesia me sena ito leme nyakewe le jojo wa entimi le biobe miakpata mianodu ne miako nenea be dopia iti ne benebe nkoyi. Merci beaucoup à vous, Benoît Randia. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Nous allons installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes francs-parleurs de ce mercredi. Au menu, 3 sujets d'intérêt majeur. À tout de suite. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Officiellement, depuis le 31 décembre dernier, l'importation de poulet congelé au Bénin est interdite. Ceci dans l'objectif de favoriser le développement de l'élevage local et de travailler bien évidemment à l'autosuffisance alimentaire du point de vue de l'aviculture. On le sait, chez nous au Bénin, 100 000 tonnes de poulet congelé rentrent sur le territoire chaque année à destination du marché local et pour la réexportation. Cette mesure satisfait la filière, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur en cause d'une production nationale toujours pas en mesure de répondre aux exigences du marché. Que faire? Évidemment, on en parle ce matin. Et puis, on les voit souvent branlant dans la circulation, des guillotines roulantes, des trompes à mort, disons même des bips à mort
qui se faufilent tous les jours dans la circulation au mépris du danger. Ces véhicules hors d'usage sont ciblés par la police républicaine qui a entrepris une opération d'extraction systématique de ces moyens roulants totalement défectueux. On parle de près d'une centaine de véhicules déjà retirés. On vous en parle. On vous parlera aussi de l'essence de contrebande qui a encore fait des victimes, cette fois-ci dans le département du Plateau. 6 morts dans un accident de la circulation qui a impliqué un camion chargé de plusieurs jerrycans de ce liquide inflammable. Jusqu'à quand le compteur macabre lié à l'essence de contrebande va-t-il continuer de tourner? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table Koshimo Rumbadji, responsable éditorial Afrique sur 7.ci. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Juste à côté de vous, Tadagbe Valère Ouansou, il est ingénieur agronome, consultant en agriculture rentable. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes un homme de terrain et ça se voit d'ailleurs. Allez, en face de vous, William Cliquant, journaliste à Canal 3 Bénin. Bonjour et bienvenue William. Bonjour Herban et bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Alors, vous avez sans doute suivi de très près cette actualité liée à l'interdiction de l'importation de produits congelés. Ça aurait pu entrer en vigueur le 31 décembre dernier. Jusque-là, la mesure n'est toujours pas d'actualité. Interrogé sur la question, le porte-parole du gouvernement a donné sa réponse. Il estime qu'une rupture brutale pourrait donc occasionner, on va dire, un déficit en termes de compensation, puisque nos agriculteurs, nos producteurs ne sont pas encore en mesure de satisfaire la demande locale. Et ça, on le savait avant de prendre la décision. Vous savez, l'appétit par rapport à cette autodétermination sur la question de la production de la volaille et surtout de la couverture de nos besoins, cet appétit, il n'est pas nouveau. Il est vieux comme le monde. Vous savez, les premières annonces du ministre de l'Agriculture en poste sur la question remontent à son entrée en service, à ses premiers pourparlers avec les producteurs avicoles du Bénin, surtout quand il est un peu hors de Cotonou, il est en train de nouer contact avec ces personnes-là. Mieux, au cours de l'année 2023, on l'a entendu plus d'une fois le dire à maintes occasions et on voyait la volonté politique venir. Et donc, cette grande annonce, finalement, est sortie pour exprimer, je ne vais pas dire le débordement, mais en fait, à un moment donné, on était déterminé parce que le marché est là, on en consomme suffisamment. Vous avez parlé de 100 000 tonnes. Selon des estimations plus poussées, on estime que les chiffres sont plus concrets que cela, que ça c'est une estimation vraiment globale. Mais jusque-là, nous ne couvrons que 49% de notre demande, en fait. C'est-à-dire la production locale ne fait pas encore la moitié théoriquement en 2023 ou en 2024. Donc à l'heure où nous parlons, voilà que nous avons la possibilité de produire encore le double de ce que nous faisons actuellement pour couvrir notre marché. Arrêtez de nous intéresser à des choses dont nous maîtrisons très peu la qualité. C'est vrai que ce circuit financier donne à manger à quelques-uns de nos concitoyens, mais en retour, on donnerait à manger, on élargirait l'assiette en faisant de la production locale, en boostant notre agriculture, parce que les deux sont liés. Mais en fait, au-delà de ce vœu pieux, nous n'en avons pas les moyens. Vous savez, il y a l'OMC, nous sommes là sur un marché de mondialisation. Au-delà, il y a la question de ce que devient concrètement le Bénin de la volaille, le Bénin de la consommation de ces viandes, parce que la production locale a un coût. Quand vous sortez tout de suite, vous voulez du poulet béninois, vous voulez des volailles, je voudrais bien être un peu plus général pour ne pas m'intéresser au poulet, ça a son coût. La facture que vous payez par rapport à ça, ce n'est pas la même chose que ces produits congelés que nous avons. Et mieux, jusque-là, vous ne voyez pas d'acte formel. Ça voudra dire que nous sommes conscients. On n'a pas de décret, on n'a pas d'arrêté, on n'a pas, vous ne voyez pas une norme édictée tout de suite qui nous situe et qui nous assure qu'en fait, il y a une règle qui entre en vigueur. Donc, c'est une annonce. Jusque-là, c'est une annonce, c'est un vœu, c'est une ambition. Nous sommes loin du concret parce que je salue d'abord cette volonté politique qui est bien affichée, mais en fait, on est encore très loin. On n'est pas encore prêt. Non,
n'est D'accord. pas Alors, du tout selon, blanc. on va relayer les propos exacts du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngwedi Koshimo. Il dit si au 1er janvier, on avait effectivement suspendu, voire carrément interdit l'importation de volailles ou de produits congelés étrangers, on aurait créé une situation difficile sur le marché avec la tension qu'il va y avoir et le surenchérissement des coûts. Et ce n'est pas fini, puisqu'il ajoute bien évidemment, nous, parlant du gouvernement, comptons les soutenir, ainsi que tous ceux qui ont des projets sérieux afin qu'à terme, il y ait suffisamment de production interne pour que nous tournions définitivement le dos à tout ce qui vient de l'étranger. Koshimo. Alors, parfois ou très souvent même, la volonté politique fait face donc à des obstacles. William vient de le dire, on savait que la production locale n'était pas forcément à la hauteur. Le gouvernement, en prenant donc cette décision, je pense qu'il y a eu des travaux, parce qu'il faut voir à l'interne ce que nous pouvons faire. La demande, elle est très forte. Vous avez annoncé les chiffres tout à l'heure. C'est quand même très assez. On n'a même pas besoin donc de faire des études. On se connaît au pays et on sait ce que ça veut dire. Enfin, si on doit estimer la manière dont nous consommons donc ces produits au pays, on peut avoir une idée donc de la taille. Alors, si au plan local nous n'avons pas les possibilités tout de suite, donc de produits suffisamment pour satisfaire la demande interne. Je pense que le porte-parole a bien raison. Ça ne sert à rien donc de suspendre pour suspendre, parce que si on suspend et qu'on n'arrive pas donc à satisfaire la demande, ça veut rien dire. Et derrière, William l'a également du chauvinisme béat. Ah oui, simplement. William l'a également dit, aujourd'hui, on sait ce que ça coûte lorsque on veut consommer local. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on veut bien consommer local, mais on veut aussi consommer de la qualité, parce que c'est pas parce que le produit est confectionné au plan local qu'automatiquement, il y a de la qualité. Et c'est vrai que ce qui vient de l'extérieur, nous ne maîtrisons pas forcément les contours, mais chez nous aussi, voilà, si on veut faire donc de la production locale, il faut y mettre les moyens. On a déjà vu une expérience ici, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise pour ne pas faire de la publicité, mais on a déjà vu une première expérience, voilà, on a vu que l'importation a quand même toujours gardé le dessus. Ce qui a lieu de faire, le porte-parole a également dit, c'est de pouvoir recenser ceux qui ont des projets sérieux, ceux qui veulent véritablement investir donc dans la production locale, et je suis sûr que le gouvernement va forcément accompagner. D'accord. Alors, Tadagbe Valère Wansou, pour vous qui maîtrisez un peu le marché, est-ce qu'effectivement, on manque de volailles locales, enfin, de produits locaux, j'allais dire? Alors, ce qui manque au Bénin, ce n'est pas les produits locaux. Ce qui manque, c'est ce que le porte-parole du gouvernement a martelé dans ses propos, c'est l'accompagnement des personnes, des agripreneurs qui ont des projets sérieux. Je vais vous dire, par exemple, je connais des entrepreneurs agricoles comme moi qui avaient investi tout notre argent de 2024. On a économisé pour pouvoir faire quoi? Investir dans une unité d'élevage de volailles. Il y a même des gens qui ont démarré des bandes de 5 000 sujets, 10 000, 20 000 sujets. Mais aujourd'hui, ils sont dos au mur. Ils sont dos au mur parce qu'ils n'ont pas de marché d'écoulement. Parce que ce qui vient de l'étranger coûte moins cher que ce qu'on produit sur le territoire. Vous voyez? Moi, je pense que ce que nos autorités auraient dû faire, ce n'est pas stopper complètement l'importation, mais geler, comme le Sénégal le fait avec l'oignon. On peut décider de geler entre janvier 2025 et juin 2025 l'importation de la volaille. Donc, on fait tout de passe-passe. On gèle pour 6 mois, on va voir ce que le pays... 6 mois même, c'est déjà trop fort. On peut dire, allez, on gèle pour 3 mois. L'importation de la volaille. On va voir si les producteurs vont pouvoir supporter cette période-là. Qu'est-ce qu'on a appris? Quels sont les échecs? Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de ce qu'on a pris comme décision pour les 3 mois-là? Et après, on ouvre le robinet pour l'importation. Parce que, si vous ne le savez pas, ce que les gens importent là de l'étranger, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours en fait, des carcasses qui ne respectent pas les normes. Souvent, c'est des sujets que les gens ne peuvent pas consommer à l'étranger. D'accord? Ils envoient le truc réformé. Quand on dit réformé, c'est par exemple des poules pondeuses qui sont à terme, qui ont déjà fait les 1 an de ponte et tout, et il faut les envoyer. Et la plupart des pays européens n'acceptent pas ça. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'ils font au Bénin. Je n'ai pas dit ici que les importateurs importent des poulets réformés. Même vers l'Afrique, les pays de l'Afrique,
où les gens ne sont pas beaucoup regardants sur les normes et tout. Bon, je parle, attendez. Oui, je vis au Bénin, mais je n'ai pas de preuves. Moi, je ne parle pas sans preuve, je n'ai pas de preuves. Mais c'est qu'en réalité, en Afrique, c'est ce que les gens nous envoient. Et si vous poussez vos recherches sur le net ou bien vers les personnes les plus introduites, vous saurez que les viandes, les carcasses que les gens nous envoient, c'est des choses que ceux qui produisent là-bas même ne peuvent pas consommer. Ils produisent, vous seriez parfois étonné, pour même avoir du fumier. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ils produisent ces volailles-là et leur rendement là, c'est le caca que ces sujets-là font. Les carcasses, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne mangent pas. Pour aller régénérer le sol là-bas. Pour avoir les plumes, pour transformer, créer des... Comment on appelle ça? Des oreillers avec des plumes de ces volailles transformées. C'est ça la matière première pour eux. La carcasse, c'est de mauvaise qualité. Et parfois, quand les gens veulent nous envoyer des trucs en Afrique, ils ne font pas beaucoup attention à la qualité du produit. Voilà, leurs concitoyens vont manger ce qui est bon et nous on mange. Je pense que le Bénin peut faire quelque chose. Il faut geler l'importation de la volaille de janvier, par exemple, à février. Peut-être que le gouvernement peut dire, à partir d'avril, on va geler pendant 1 mois pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Je pense que le chef de l'État a la volonté vraiment de nous aider, nous les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture aussi a la volonté. Mais ils ont fait face à la réalité sur le terrain. D'accord, mais qu'est-ce qui explique, ce déficit en termes de production locale? Pourquoi on ne produit pas suffisamment de la volaille? Quels sont les freins? Très bien. Les freins, d'abord, c'est la matière première. D'accord? On ne peut pas nourrir les animaux sans les matières premières. Le soja, le maïs, le son de blé, tout ce que vous voulez. Ça, c'est déjà 1. De 2, il faut avoir des bâtiments adaptés à. De 3, il faut avoir des gens qui ont reçu vraiment la formation. Pas des gens qui démarrent une bande de 10 000 pondeuses ou bien de 10 000 poulets de chair et après 3 mois, une maladie virale vient et ça anéantit tout. Non. Il faut vraiment que nos autorités investissent, misent sur des fermes pilotes dans chaque commune du Bénin ou dans chaque département. On accompagne ces jeunes-là et ces jeunes-là ont contrat avec le gouvernement maintenant de relayer l'évangile de l'agriculture. C'est-à-dire, on te forme, toi, à garder une bande de 10 000 poulets de chair. Le contrat que tu signes avec le gouvernement, c'est de former d'autres jeunes comme toi, sérieux, qui ont un projet sérieux, à garder également 10 000, ainsi de suite. Je crois qu'on va aller très vite. D'accord. Alors, William, il y a quand même des projets, on va dire, de privés, donc, qui forment davantage les jeunes, notamment à plusieurs filières, à l'agriculture, à l'aviculture. Pas mal, on prend par exemple un projet comme Songaï, qui forme pas mal de jeunes chaque année. On a des universités d'agriculture, on a l'université d'agriculture de Kétou, on a la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Que deviennent les diplômés déjà de ces écoles formelles et les diplômés également de ces centres de formation? Est-ce qu'ils ne vont pas ouvrir des fermes pour pouvoir... Parce que le marché est là. On se rend compte que le marché est là, mais on ne veut pas investir là-dedans. Pourquoi? C'est tout le paradoxe. Les ingénieurs en production animale n'en manquent pas. On en forme un peu partout dans le Bénin et même des agripreneurs, un peu comme vous le citez avec des initiatives privées. Mais votre formation ne vaut rien si sur un marché, ce que vous produisez ne peut pas être écoulé. Soyons réalistes, regardons-nous en face. Acheter le poulet béninois, c'est du patriotisme. Parce que ce que cela vous coûte, il vous faut accepter d'être totalement béninois et de faire ça pour entretenir l'entrepreneur qui a engagé ses ressources intellectuelles, financières, mais aussi les emplois connexes qui sont autour de son entreprise. Mais alors, lorsque vous êtes amateur de bon goût comme moi, on va dire, lorsque vous aimez les stases gustatives comme moi, comme moi, vous consommez le poulet béninois, c'est tendre, c'est... Je vous le conseille. Je ne vous fais pas dire que vous êtes, mais vous satisfaites votre palais parce que vous en avez la bourse. Et je ne sais pas combien de Béninois, vous qui l'aimez bien ce poulet, vous savez combien il coûte quand il est bicyclette, quand il est dans une assiette et qu'il est garni comme il doit l'être. En fait, cher Herman, il n'y a que les Béninois, quand on sait combien ils valent par PIB par habitant, combien ils ont en poche, combien vaut leur petit, bon pas petit, on n'y mange pas du poulet, mais leur déjeuner, peut-être leur dîner, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas nombreux à être en mesure de s'acheter le poulet béninois en l'état. Donc, qui ouvre dans ce contexte va fermer. Vous savez, on dit par exemple qu'il y a
près de 708 000 de poulets d'un jour mis à disposition. C'est-à-dire, il y en a, l'État a mis à disposition des gens qui sont formés, de quoi produire suffisamment. Mais vous voyez, les chiffres n'ont pas totalement évolué. Nous étions à moins de 20% de couverture, mais aujourd'hui, nous sommes à 49%. C'est-à-dire, on a fait un boom d'à peine 30% en près d'une dizaine d'années. Et mieux, quand vous voyez la couverture vaccinale, on vous parle du gros bétail, on vous parle de la filière lait, on vous parle de beaucoup de choses, mais vous ne voyez pas, je ne dis pas que la volaille n'est pas une priorité de nos gouvernants, mais le secteur est suffisamment incertain encore, au point où les investissements les plus structurants n'y vont pas. Quand on sait quand même qu'il y a un marché d'écoulement qui existe. Justement, parce que vous savez, l'État est pionnier quand il sait qu'il y a des bribes, il y a des choses qui donnent de petites garanties. L'État ne se jette pas totalement à l'eau quand tout est encore à faire, quand c'est le tohu-bohu. Et ne demandez pas aux jeunes formés de 25 ans qui commencent à construire son ménage d'aller entreprendre dans un domaine où tout est encore à refaire. Et surtout qu'il n'a pas les moyens de survivance. Il n'a pas forcément la force de tenir dans le temps quand il a vu 2-3 initiatives qui l'ont précédé et échoué sur la question. Moi, je dis aujourd'hui qu'au-delà de la volonté politique, il faut quitter un peu les effets d'annonce. Sur la question de la volaille et de l'autodétermination, de l'autosuffisance sur la question de la production locale, il y a des investissements structurants à faire. Il y a des études spécifiques à faire encore. À un moment donné, pour l'agriculture, on a pensé des pôles de développement. Que ça marche ou ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine d'années d'expérience. Ça a donné du résultat dans certaines filières. Aujourd'hui, ne serait-ce que l'alimentation de la volaille est une grosse problématique. Et les techniciens vous diront que l'État béninois n'a pas encore résolu le 10e de ce problème et veut une grande production. Alors que il faut la grande production pour couvrir au plan national la demande. Koshimo, on m'a dit quelle est la responsabilité de l'État finalement dans ce débat? Non, je pense que la responsabilité de l'État, c'est de prendre le devant. Parce que on l'a bien constaté, les gens sont formés. C'est vrai, dans un premier temps, l'État met les moyens pour former donc les jeunes à travers les universités d'agriculture. On a également la faculté, la FSA, qui est au niveau de l'université. Donc l'État forme, d'accord, mais après que deviennent ceux-là, je pense que l'État doit pouvoir donc continuer le processus. Est-ce que c'est à l'État de mettre en place par exemple des fermes pilotes ou de grandes unités de production? Non, pas forcément, mais alors pendant donc la formation, qu'est-ce qu'on explique donc à ces jeunes-là? Est-ce qu'ils savent que parce que moi j'en connais beaucoup, lorsqu'on finit directement l'objectif, c'est de pouvoir être engagé dans une ferme. Ben, je dis c'est parce qu'à un moment donné l'autre a eu le courage donc de se jeter à l'eau qu'aujourd'hui vous voulez être donc recruté. Je pense qu'il faut expliquer aux gens, lorsque vous finissez la formation, il faut avoir ce courage-là. C'est vrai que le secteur est encore très difficile. Monsieur Vallet, moi, je le suis très bien. Et je vois que ce qu'il fait, c'est assez extraordinaire. Mais derrière, je sais aussi que c'est beaucoup de difficultés. Donc, il faut des gens comme lui qui décident donc de se jeter à l'eau. Parce que William l'a dit, l'État ne se jette pas à l'eau totalement lorsque tout est encore à zéro. L'État veut... Est-ce qu'on est à l'étape zéro? Parce que c'est aussi ça la question. On n'est pas vraiment... Ce n'est pas du néant, ce n'est pas de la vacuité. Oui, on n'est pas à l'état zéro, mais on voit aussi que la couverture est totalement faible. Et parce que, justement, il a énuméré certaines difficultés. Moi, j'ai entendu en matière de... enfin, quand on parle de matières premières, tout ce qu'il a cité, je dis, on a besoin de ça également. Et déjà que difficilement, on arrive, lorsqu'il s'agit donc des humains, à donc couvrir ses besoins, en avoir suffisamment donc pour investir dans comment on appelle, dans la production de volailles, c'est quand même assez compliqué. D'accord. Alors Valère, quelle est la responsabilité de l'État? Parce que on a du mal à s'imaginer qu'il y a une filière rentable, qu'il y a un marché d'écoulement qui existe, et que finalement on a l'impression que personne ne veut flairer la bonne affaire. Déjà, je voudrais vous le cacher aux téléspectateurs, mais il faut que je le dise. L'élevage, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour un étudiant qui vient de sortir à 25 ans, à 30 ans. L'élevage, pour démarrer l'élevage de la volaille, il te faut au minimum 10 millions cash que tu es prêt à perdre. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro dans l'élevage. Quand vous dites ça, l'autosuffisance, ce n'est pas pour tout le monde. Non, je dis la vérité. Qui veut perdre 10 millions? Et maintenant, l'État a si bien fait en créant la Sonama. La volaille, là, ça commence déjà par la Sonama.
les machines agricoles. Pour élever le niveau du Bénin en termes de production de viande, il faut élever le niveau du Bénin en termes de production végétale. C'est-à-dire, on doit être capable de produire de manière si industrielle les céréales, les légumineuses, tout ce qu'on veut pour produire. Et là, on a un coût de production bas. Quand le coût de production de la matière première est bas, on peut aller maintenant vers l'essentiel. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse des tests, comme les coachs le font, bien comme les fabricants de voitures le font. Quand on fabrique une voiture, il ne faut pas dire non, et quand on la met sur le marché, non, il faut faire des tests. Et ces tests-là, on peut choisir de faire le gel. Parce que moi, je connais des amis qui pleurent. Honnêtement, j'ai accepté immédiatement l'émission. Je ne me suis même pas apprêté pour chercher costume, tout ça, parce que je suis à Cotonou pour mes machines. Je suis venu ce matin parce que j'ai des amis qui pleurent dans le silence. Ils ont investi des dizaines, 20 millions, 30 millions dans le levage, mais ils pleurent aujourd'hui. Il y a pas, parce qu'il n'y a pas le marché pour écouler. Parce que le gouvernement n'a pas mis en application sa promesse. Nous, on était tout le temps heureux en écoutant le ministre de l'Agriculture à la télé, mais aujourd'hui, on est en train de pleurer dans notre ventre. On ne peut pas aussi paraître comme des gens qui sont en train de critiquer le gouvernement. Non, nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des paysans. Mais honnêtement, sur le terrain, les gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont produit, mais ils n'arrivent pas à écouler. Parce qu'il y a la concurrence qui est là, qui a plus de chair, qui coûte moins cher. Et le Béninois aime ce qui est gros et moins cher. Tandis que pour nous, c'est petit et cher. Je pense que c'est ce que tous les agriculteurs et les éleveurs pensent dans leur ventre aujourd'hui. Et honnêtement, je demande à son Excellence, le chef de l'État, notre papa, le chef de la République, de penser à nous, jeunes entrepreneurs, surtout les banques. Ils nous demandent trop de garanties. Comment on va faire pour que l'État puisse amortir, puisse être... Déjà, je sais que les FNDA sont là. L'État a créé justement... Oui, les FNDA sont là. Je sais que les FNDA... Mais même une autre société qui s'occupe donc justement qui se positionne en garantie pour les entreprises, les jeunes entrepreneurs agricoles. Ah bon? Bien sûr. J'aimerais que vous me partagiez cette solution-là après l'émission pour que je puisse partager. Une société dotée d'un fonds, je pense, près de 5 milliards de francs CFA. Ça nous intéresse, nous, les jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y a des jeunes comme moi, des dizaines de milliers de jeunes qui veulent vraiment aller au front, mais on n'a pas les armes qu'il faut. Il faut déjà réduire le coût de production de la matière première, le soja, le riz. Vous savez qu'il y a la GDZ qui est là-bas, non? Qui va consommer une quantité colossale de soja. Et le soja, c'est une matière première indispensable dans la fabrication de l'aliment pour la volaille et les autres sujets. Donc, comment on va combiner ces besoins là-bas et ici? Je pense que le gouvernement est en train de réfléchir à une révolution de la production végétale. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas lancé. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de geler d'abord l'importation pendant un mois et de voir comment on va souffrir. D'accord, très bien. Ce sera vraiment très rapidement. Très rapidement, oui. Le réalisme est là. Si déjà, pour la sécurité alimentaire, les vivriers qui servent à produire la volaille, on n'est pas encore à une suffisance totale, posons-nous les questions. Très bien. Allez, messieurs, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième sujet en débat. Mais on va remercier Talagbe Valère Wansou d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer en tant que producteur agricole, ingénieur agricole, consultant en agriculture rentable, agriculteur moderne. C'est bien cela. Agriculteur moderne. On peut vous suivre sur vos différents canaux digitaux parce que vous faites beaucoup de contenu lié à l'agriculture. Vous rappelez votre page Facebook pour les téléspectateurs? Agriculteur moderne au pluriel. Agriculteur moderne. D'accord. Vous avez aussi une chaîne YouTube. Agriculteur moderne également. Abonnez-vous. Mais sur Facebook, c'est Benin Flowers Revolution. On cherche à changer le nom, mais on n'est pas encore arrivé. Si un téléspectateur qui peut m'aider à changer le nom en agriculteur moderne, ben, très bien. Je suis preneur. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci beaucoup, mon frère. Le débat se poursuit ici. On va parler à présent de l'essence de contrebande qui a occasionné encore des morts. William Clicquant, un énième drame causé par l'essence de contrebande. J'ai envie de lier ça à la liste d'événements macabres, à ces sinistres qui nous ont frappés ou qui nous abattent à perler depuis le début de cette année, mais j'isole parce que là, c'est l'essence de contrebande. Et ça, c'est encore une autre série de sources de drame. J'ai l'impression que ça vaut pour nous ce que le trafic de cocaïne vaut dans les pays de narcotrafiquants. En fait, on voit ce que ça vaut pour l'économie, on sait la décision qu'il y a à prendre, mais on n'a pas les coups des franches pour la prendre, cette décision, parce qu'au-delà de la volonté politique, il y a la réalité sur le terrain. J'aime bien les initiatives qui sont venues après, les mini-stations. Vous voyez, l'environnement n'a pas laissé prospérer. Est-ce qu'on a mal étudié le terrain? Je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je constate
historien du présent que je suis, juste que toute initiative pour faire dominer autre chose que le Kpayor ne fait pas bon marché aujourd'hui, que le Kpayor non seulement est dans sa prédominance condescendante sur le marché, mais mieux, le Kpayor n'a pas de concurrent. Et pour ça, le secteur reste désorganisé, malgré les faits tiers, malgré l'organisation interprofessionnelle des acteurs, malgré les rencontres successives avec les autorités, malgré les annonces qui ont suivi les récents drames. Je pense à septembre 2023, je pense à des événements de 2024. J'ai l'impression que c'est vraiment un serpent de mer. Et au-delà, cette question, je ne veux pas dire l'incapacité des autorités administratives à la régler, mais c'est une question qui nous est extrêmement difficile. Mais d'une proposition ou d'une lecture, d'une approche contributive, je dirais que ce secteur va nous coûter ce qu'il faut, mais il faudra le réformer un jour. Sinon, le bilan humain lié au bilan économique, sinon aux dividendes économiques que nous percevons du commerce du Kpayor, que ce soit les producteurs, je dis producteurs, les consommateurs, que sont les usagers de la route, que les acteurs de la filière, les commerçants, qui qu'on soit, on en profite moins que ce que cela coûte à l'État en termes de vie humaine, à la communauté de citoyens que nous sommes. Et sur cette question, ce qui nous tue tout le temps ne peut perdurer dans un sinistre de tout temps. Alors, Koshimo Rumbadji, quand on en vient à recenser un autre drame lié à l'essence de contrebande, il y a forcément de la révolte qui nous anime, parce qu'on se dit qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Que cette fois-ci, c'est un accident de la circulation dans le département du Plateau. 2 véhicules sont entrés en collision, et puis la suite de l'histoire, on la connaît. C'est 6 morts, plusieurs blessés, et une infrastructure routière qui est abîmée sur plus de 500 mètres. Alors, ça suscite de la révolte, et en même temps, ça nous permet de comprendre qu'on est très loin de résoudre la question. On a vu l'initiative des mini-stations. Moi, je pense Pour vous, ça a prospéré? Je pense qu'il faut peut-être attendre encore, parce que à Cotonou, par exemple, j'en vois peu pour le besoin qu'il y a à Cotonou. Et lorsque vous éloignez un peu de Cotonou, je n'en vois pas forcément. Alors, je pense qu'il faut avoir un peu plus de courage sur la question. L'essence de contrebande provient d'où? Comment on fait pour que l'essence de contrebande se retrouve sur notre territoire? Alors, je pense qu'il faut un peu plus de courage. C'est vrai qu'à l'intérieur, William l'a bien dit, l'essence de contrebande n'a pas de concurrent. Aujourd'hui, on connaît le prix, c'est pas très loin de ce que nous prenons à la station. Mais pourtant, les gens préfèrent aller s'approvisionner au niveau donc des stands de contrebande. Alors, je pense que le gouvernement doit encore réfléchir à la question. L'initiative, la solution des mini-stations, elle n'est pas mauvaise. Et déjà, je pense qu'il faut multiplier cela, parce que ça garantit une certaine sécurité. Mais ça, c'est lorsque l'essence de contrebande est déjà sur le territoire. Dans le transport, au niveau des stations, on voit bien tout ce qui est toutes les précautions que les stations prennent pour le transport donc de ce produit très sensible. Au niveau donc des vendeurs de Kpayor, comment est-ce que c'est organisé? Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut déjà réfléchir. C'est bien les mini-stations, mais comment on fait? C'est-à-dire le circuit? On sait que pour transporter du liquide inflammable, il y a toute une précaution qu'il faut prendre. Il y a des véhicules adaptés. Malheureusement, ici, on est alors là dans une légèreté absolue. Totale, une légèreté totale, ou dans les rues. On est à la barbe de tout le monde. Il s'explique parce que nous sommes dans l'informel. Et si jamais on voudrait formaliser ne serait-ce que le transport, c'est qu'on formalise le secteur, une concurrence déloyale à des gens qui sont enregistrés au fisc, qui paient des impôts, qui paient des redevances à l'État du fait qu'ils sont officiellement dans le secteur pétrolier local. Et je pense que c'est là qu'il y a labyrinthe sur la question du Kpayor. C'est là où on ne s'en sort jamais. Est-ce qu'il faut régulariser ce Kpayor face aux géants pétroliers que vous connaissez, qui sont parfois des multinationales? Il faut dissoudre. C'est là la question. Et là, c'est comme un drame social concret. Cotonou Ouidaï, environ, un peu hors de l'Atlantique, je ne sais pas à combien de kilomètres il y a entre une
Et de stations. Et de stations-service. C'est là la question du Kwayo. Et moi, je dis, ne serait-ce que sur le transport, on peut mieux faire parce qu'on a un secteur aujourd'hui un peu plus organisé. Les grossistes, les détaillants à petite échelle, on a presque une carte du Kwayo aujourd'hui au niveau administratif. C'est vrai que nous parlons d'un secteur informel, mais parce que l'État est l'État, l'État a un œil aujourd'hui et des visages sur les noms des grands acteurs de ce secteur. On peut mieux faire. Absolument. Voyons voir à présent cette opération menée par la police républicaine. Ces véhicules brûlants, j'ai parlé tout à l'heure de guillotine roulante. C'est exactement ça. Lorsque vous envoyez dans la circulation, c'est une épave. C'est une épave dans laquelle il y a un moteur brûlant, mais juste parce qu'il continue de fonctionner, évidemment, on prend d'assaut les routes avec. Et c'est un véritable danger. Je sais que dans la circulation, lorsqu'on en voit souvent, on essaie de faire des blagues. Et je pense que là aussi, c'est une question de courage. Ces véhicules, comment ils font pour se retrouver dans la circulation lorsqu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle la visite technique et que vous ne pouvez pas circuler donc, sur nos voies lorsque vous n'êtes pas à jour en matière donc, de visite technique. Alors lorsque vous voyez un véhicule totalement mourant en circulation, moi j'estime que ce chauffeur est allé faire donc la visite technique de son véhicule et qu'on lui a donné donc le quitus de circuler. Mais à quel moment on donne le quitus à un tel véhicule de circuler dans la rue? Alors, il faut se poser des questions. Je pense qu'à un moment donné, sur les services qui sont donc chargés, il faut faire le travail à la base. Il faut faire le travail à la base parce que si les véhicules se retrouvent en circulation, alors qu'ils ne devraient pas être en circulation, après on demande un travail de trop à la police. Il faut faire le travail à la base, les services qui sont chargés. Quand on arrive à voir ce genre d'image, regardez avec moi, c'est ce genre de véhicule déjà brûlant et qui fait encore un chargement hors gabarit. Alors on est, William Clécan, dans des proportions assez inouïes de la bêtise humaine. Organisé par qui? Sinon favorisé par qui? Vous m'en voudrez de dire encore l'État. Mais vous savez, ils ont des vignettes, ces véhicules. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont hors du système, mais il y en a qui ont des vignettes. Parce que vous savez, vous connaissez la file qu'il faut pour faire la visite technique. Et vous savez par quelle voie détourner les gens trouvent les visites techniques dans ce pays. Et ne soyez pas étonnés qu'en fin de compte, le policier soit obligé qu'on lui oppose une visite technique devant un véhicule qui visiblement et à l'apparence serait hors de service. Donc, j'aime bien épave motorisée, un peu comme vous caricaturiez il y a un instant. Mais il y a une question. De toutes les opérations policières depuis ces derniers jours, j'ai l'impression que c'est une des vraiment bien fondées qui ne nous renvoie pas à l'impression selon laquelle on nous pressure suffisamment avec les routes et les flics au bord des voies. Tout moyen est bon finalement pour arracher, pour nous faire payer quelque chose au trésor. Cette fois, j'y vois un peu plus d'instinct, sinon d'intuition à préserver des vies, notamment le chargement hors gabarit. Maintenant, je me pose aussi la question, est-ce qu'il faut que les gros bonnets de la République trépassent dans certaines conditions pour qu'on pense à nous qui sommes du bas peuple? Interrogation aussi à côté. Mais quand je finis tout ça, je dis l'enjeu au milieu, au centre de tout ça, c'est la vie humaine. Et pour ça, c'est extrêmement... Ils ont le code routier, ils ont la bienséance, l'intelligence de venir sur la route. Et mieux, il y a la police et pourtant on déroge aux règles, on cherche de petites issues, des brèches par lesquelles il faut s'intégrer. On veut les couloirs comme tout humain, c'est propre à la nature humaine. Mais je pense qu'il faut sévir un peu. J'espère qu'on ne va pas extirper 200-300 centaines et s'en arrêter là et se décourager. Très bien. Les véhicules hors d'usage qui roulent encore dans la circulation sont arrêtés par la police républicaine. Que pensez-vous de cette opération? Question adressée aux internautes qui ont réagi. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont effectivement réagi à la question du jour de ce mercredi et il faut dire qu'à l'unanimité, ils ont salué cette opération de la police républicaine. Ils ont cependant, en tout cas pour certains, nuancé en expliquant qu'il faut également sévir au niveau du Centre national de sécurité routière qui est en charge de délivrer les quitus de visite technique de ces véhicules-là. Il y a certains internautes qui ont dit à chaque fois
qu'un véhicule, disons, interpellé est arrêté, il faut forcément aussi interroger le service compétent qui lui a délivré le dernier, la dernière visite technique. On va donc prendre les commentaires de nos amis internautes très rapidement, avec Roland Caliste Bokor qui nous dit « Je suis d'avis que la police arrête un véhicule hors d'usage pour des raisons évidentes comme défaut mécanique grave, éclairage insuffisant ou défectueux, absence de plaque d'immatriculation ou d'assistance, conduite dangereuse et non-respect des normes environnementales. Par contre, je désapprouverai si c'est juste pour des faits fantaisistes comme l'âge du véhicule, car certains sont accros aux voitures de collection. Autre commentaire sur la question du jour, Félix Arsogba nous dit, concernant la question du jour, moi je pense que c'est une bonne décision. Si tu veux avoir un véhicule, il faut se mettre à jour, ne roule pas de voiture pour la forme. Isidore Ressou, quant à lui, dit c'est un geste salutaire, mais la faute revient aussi à l'État parce que c'est lui-même qui octroie depuis des années des visites techniques à ces véhicules. Que tout recommence au niveau des visites techniques pour pouvoir réussir l'opération, conclut Isidore Ressou. Parfait Zinvoedo écrit une décision bénéfique car il vaut mieux que la police les interpelle avant qu'ils ne perturbe la circulation. Elle inciterait également les propriétaires à entretenir et réparer les véhicules en mauvais état. Encore quelques commentaires sur la question du jour de ce mercredi. Johannes Degbe nous dit « Je trouve cela très bien car ces véhicules hors d'usage mettent en danger la vie des citoyens qui les conduisent ainsi que la vie des autres citoyens usagers de la route. Cela contribue aussi à la pollution environnementale et sonore. C'est bien de retirer ces véhicules de la circulation pour préserver la vie de la population, conclut Johannes Degbe, à la suite de qui nous allons prendre le commentaire de Lotus Moïse qui dit d'une part, je trouve que c'est une bonne idée car ces véhicules sont souvent des fardeaux pour leurs propriétaires et des problèmes pour les usagers de la route. D'autre part, il faut une alternative pour apaiser le cœur des propriétaires de ces châssis. Lucien Loco écrit, c'est vraiment un acte salutaire qui va permettre à la population de mieux circuler avec une assurance totale sur la route, surtout dans les grandes agglomérations. Certains de ces véhicules, malgré leur état vétusté, sont bien entretenus par leurs propriétaires qui n'ont que cela pour survivre. Néanmoins, il faut les faire partir afin de rendre nos villes et villages un peu propres. Moïse Assokri dit c'est une bonne opération qui permettra de toiletter un peu la circulation, mais il faut encore penser à certains propriétaires de ces véhicules qui vivent uniquement de ça et qui n'ont même pas encore les moyens de s'acheter d'autres véhicules. On termine à présent avec le commentaire de Metonou Piclaver à Daou. Il nous dit c'est l'heure de sauver la population contre ce coup d'État organisé par ses propriétaires. Au moins, si le véhicule peut être entretenu malgré sa durée de vie, ça se comprendrait. Mais certains pensent qu'ils peuvent tout faire dans leur commerce alors que c'est un danger. Véhicule sans hygiène, sans phase ni clignotant, pas de feu stop. Défaut de vidange au point où on se demande nous sommes dans quel pays. Mais honnêtement, ils ont raison car si le CNSR faisait bien son travail, nous allons être sauvés. La police aura à utiliser son temps pour d'autres choses. Normalement, si la police arrête un tel véhicule, on doit également questionner l'agence de CNSR qui lui a fait le dernier contrôle technique et sanctionné si nécessaire, car trop, c'est trop, conclut Metonou Piclaver à Daou. Voilà, mon cher Herman, chers amis, ce que les internautes qui ont commenté la question du jour de ce mercredi ont dit. Merci Maurice Tantan. Merci à vous. Vous passez une excellente journée. Merci également William. Merci Koshimo. Bonne journée du mercredi. Un dernier rendez-vous à tenir avant la fin de cette émission, c'est celui avec Marcel Arossi qui s'impatiente pour la revue de presse. Marcel Arossi, les journaux sont revenus sur le sujet en débat tout à l'heure sur la matinale 5 sur 7 matin. Autosuffisance en production nationale de volaille. Le Bénin n'est pas prêt
Le gouvernement béninois avait annoncé, vous le savez, qu'à partir du 1er janvier 2025, l'importation de volailles congelées serait interdite. Cependant, comme le rapporte aujourd'hui le Matinal, cette mesure n'est toujours pas pleinement appliquée en raison des contraintes du marché local. Lors de sa rencontre avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngbeji, a justifié cette décision en expliquant que la production nationale n'est pas encore suffisante pour couvrir entièrement la demande du marché. Il a précisé que l'application stricte de l'interdiction aurait pu provoquer une tension importante accompagnée d'une hausse des prix, créant ainsi une situation difficile pour les consommateurs béninois. Pour éviter une crise, le gouvernement a opté pour une approche progressive permettant une tolérance temporaire de l'importation de la volaille, bien que dans des quantités réduites par rapport aux années précédentes. L'objectif reste d'accompagner les producteurs locaux dans l'augmentation de leur capacité afin d'atteindre une autosuffisance réelle avant d'interdire définitivement l'importation. Le Matinal conclut que le Bénin n'est pas prêt pour une interdiction totale et que l'importation peut continuer pour éviter des perturbations économiques et sociales. À la une aussi, Lionel Zinsou sous le charme du nouveau Bénin. L'ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou, connu pour son regard critique mais constructif sur la gouvernance en Afrique, s'est dit impressionné par les transformations en cours au Bénin sous le leadership de Patrice Talon. Dans une déclaration relayée par l'emblème du jour, l'économiste franco-béninois affirme que le Bénin a connu une mutation impressionnante en quelques années. Les infrastructures routières, les investissements dans l'énergie, les avancées en matière d'industrialisation et de numérique sont des progrès indéniables, dit-il. Les réalisations mises en avant incluent modernisation des infrastructures routières et urbaines avec des travaux d'aménagement dans les grandes villes comme Cotonou, développement énergétique permettant de réduire la dépendance aux importations d'électricité, amélioration du climat des affaires rendant le pays plus attractif pour les investisseurs, réformes sociales et éducatives, notamment la construction d'écoles d'excellence et d'un hôpital international à Bomey-Calavi. Une reconnaissance objective des avancées. Dans son édition du jour, le Matinal revient sur l'intervention de Lionel Zinsou lors du sommet Choiseul Afrique tenu à Cotonou les 26 et 27 février 2025. Il y a décrit une gouvernance rapide et efficace, un phénomène assez exceptionnel en Afrique, soulignant que des leviers de développement jusque-là sous-exploités sont désormais activés pour mobiliser les ressources au bénéfice des populations. Et il faut le croire, cette reconnaissance venant d'un acteur clé de la politique et de l'économie béninoise témoigne d'un consensus grandissant sur l'impact des réformes engagées par la gouvernance Talon. Et pour finir, Umaru Sissoko Embalo en Guinée-Bissau défie la CEDEAO. Umaru Sissoko Embalo défie ses opposants et la CEDEAO pointe exactement Ouagadougou depuis le Burkina Faso. La crise politique en Guinée-Bissau s'intensifie avec la décision du président Umaru Sissoko Embalo de briguer un second mandat malgré la fin officielle de son mandat. Dans cette perspective, la situation en Guinée-Bissau pourrait bien être le prélude à une tempête politique imminente, conclut Ouagadougou, un avenir incertain pour la Guinée-Bissau. Face à ce bras de fer avec son opposition et la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo joue une carte risquée. Selon le média burkinabé, le maintien forcé au pouvoir a souvent mené à des crises profondes et man, on le sait, en Afrique de l'Ouest, comme en témoigne l'histoire récente du continent. Reste à savoir si la Guinée-Bissau connaîtra un dénouement pacifique ou sombrera-t-elle dans un nouvel épisode d'instabilité. Merci Marcel. Arrossi. C'est moi. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci beaucoup. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mercredi 5 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour d'Émile Pouinaillon. Retrouvez demain la dame Rachida Biomomon qui sera aux commandes. Quant à moi, on se retrouve lundi. Lundi conditionnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.